thématique aujourd'hui, le senior augmenté, jusqu'où peut-on aller? Alors déjà, on m'a dit, avec raison, c'est pas le senior, c'est la senior. Parce qu'effectivement, moi qui fais de la téléassistance, 85% des bénéficiaires sont des femmes. Après, senior, mon voisin m'a dit qu'il n'était pas un senior, mais une personne âgée. Donc ça, on pourra en discuter, mais surtout, je pense que le sujet, c'est senior augmenté. Donc, pour faire honneur à la table ronde juste avant, j'ai été voir ce que m'en disait ChatGPT. Il me disait un senior augmenté, c'est quoi? C'est augmenté grâce à la santé connectée, donc avec des dispositifs portables et des capteurs intelligents. Augmenté grâce à l'assistance à domicile intelligente, les maisons intelligentes par exemple. Augmenté grâce à la réalité virtuelle et la réalité augmentée, avec toutes ces technologies qui peuvent être utilisées pour améliorer la mobilité des seniors, les robotiques d'assistance, donc tous les robots qui vont faciliter les tâches quotidiennes ou un soutien ou offrir un soutien physique et mental, et tout ce qui est ce qu'on a vu l'IA dans les soins de santé pour analyser des grandes quantités de données et améliorer les diagnostics et les traitements. Mais quelles que soient ces augmentations, je pense qu'il faut considérer les implications éthiques, la vie privée, les questions de sécurité, le maintien de la dignité, l'autonomie des personnes âgées, ainsi que l'adaptation sociale. Donc c'est un peu de tout ça dont on va parler. Et je vais demander à Serge Guérin, peut-être, quand il aura fini de voir, d'ouvrir le débat et peut-être nous tracer avec sa vision de sociologue les perspectives du débat. Diable. Merci à vous. Alors, senior augmenté, je me disais... Après tout, si on me donne des cheveux en plus et si on me file quelques centimètres, je prends le senior augmenté, quoi. Tout dépend de savoir ce qu'on y met évidemment dedans. Quand on parle de senior augmenté, il y a tout de suite, très très vite, il y a vraiment l'idée, finalement, si on pouvait pas être senior, vieux, personne âgée, aîné, ce qu'on voudra, voilà, si on pouvait éviter cela. Et derrière, il y a quand même ce mouvement-là qui est, je crois, assez présent. Deuxième élément, c'est on pourrait dire que, je ne sais pas s'il y a un senior augmenté, mais en tout cas, on a déjà augmenté les seniors. C'est-à-dire que, non pas sur les retraites, hein, je vous rassure, mais en termes de nombre. Après tout, l'année prochaine, l'OMS nous dit, en Europe, pour la première fois dans l'histoire du monde et dans l'histoire de l'Europe, les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 15 ans. Et jamais il y a eu autant de gens âgés vivants au même moment. Donc, les seniors sont déjà largement augmentés et ça devrait continuer à peu près partout dans le monde, hormis en Afrique et quelques pays Moyen-Orient, Proche-Orient. Mais sinon, pour le reste, partout, les seniors augmentent de manière très très forte. Donc il y a ça d'un élément. Et finalement, de l'autre côté, c'est quoi? Est-ce que l'idée, ça serait bien que les seniors ne ressemblent pas à des seniors? En clair, ça serait bien de vivre très très longtemps, mais très très jeune. Parce que personne n'a envie de dire oh, en fait, moi, je vivrais bien sur un déambulateur en fauteuil roulant, totalement aveugle avec Alzheimer, toute ma vie. C'est assez rare quand on fait des études. Vous savez, c'est comme on fait toujours des sondages très très intelligents. On demande aux gens est-ce qu'ils veulent aller vivre en EHPAD. Et c'est fou, vous savez que les 18-25 ans, 0% des 18-25 ans rêvent d'aller vivre en EHPAD. Il y a des gens qui payent des sondages pour ça, hein, quand même. Voilà. Bon, donc c'est-à-dire qu'évidemment, si le désir n'est pas celui-là, il y a un espèce de fantasme de quelque chose de ah, si je pouvais être. Alors, chacun a son âge idéal. Voilà, et y rester. Il y a donc ça pourrait être ça. Donc c'est aussi la question un peu du transhumanisme. Ah, si on pouvait vivre 1000 ans. Après, on se pose la question, mais au fait, qui vivrait 1000 ans? Qui a le droit de choisir de qui vivra 1000 ans? Et puis si on vit 1000 ans, on interdit donc aux autres de faire des enfants. Enfin voilà, comment ça se passe? Et puis, qui paye et qui fait de l'argent là-dessus? C'est marrant parce que les gens qui poussent ça sont plutôt des gens qui sont habitués à faire de l'argent. Donc, alors c'est vrai que se dire, au lieu de faire de l'argent pendant 100 ans, je vais en faire pendant 1000 ans, c'est vrai que ça peut être plus motivant pour certaines personnes. Oui, mais tout de suite derrière, on a des questions assez d'éthique, si je puis me permettre ce terme, cher maître, ou sinon, voilà, on a vraiment des questions d'éthique ou des questions simplement de notre rapport juste à l'âge. Comme on est toujours aussi infantile sur notre rapport à l'âge, bah finalement, on prend des chemins de traverse, dit, non, on va plus se poser la question de l'âge, et d'ailleurs même, on n'a même plus besoin de se poser la question de la prévention. On s'en fout, tu verras. Ouais, arrête de boire. Je verrai ça dans 453 ans. Tu devrais te mettre au sport. On verra ça dans 1200 ans. Enfin voilà. C'est-à-dire que c'est aussi une manière, finalement, je crois, ça évite de poser les vrais sujets du vrai moment d'aujourd'hui. Enfin, en tout cas, je peux porter un peu cette hypothèse-là. On va essayer de se les poser quand même. Donc, Pardon, j'ai foutu le bordel.
Anne-Sophie Rigaud, donc vous dirigez un Living Lab et vous testez, si je peux dire comme ça, des nouvelles technologies pour les seniors. Et quels sont donc les critères, les valeurs que vous essayez de regarder pour répondre à cette question, jusqu'où peut-on aller? Merci beaucoup pour l'invitation. Alors effectivement, j'ai la vue du médecin et du chercheur dans ce domaine-là. Notre intérêt est effectivement à la fois de soigner les maladies, de pallier les handicaps et puis d'être dans la prévention et le bien vieillir. Donc c'est notre domaine. Et dans ce domaine-là, nous travaillons sur des interventions psychosociales, c'est-à-dire des façons d'aider, soit de soigner, soit d'aider les personnes, soit de les aider en institution, en EHPAD, ou à leur domicile. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a fait un Living Lab avec une grande communauté dont M. Barral fait partie avec plaisir et de façon brillante. Nous travaillons effectivement sur la mise en place de ces interventions psychosociales, c'est-à-dire de l'aide, comment aider les personnes, comment soigner les personnes, comment aider les personnes à domicile et en institution. Et dans ce cadre-là, effectivement, les technologies peuvent être une aide, peuvent être un complément, certainement pas tout. Certainement pas pour remplacer les soignants ou les personnels à domicile, mais un complément, de la même façon qu'on a des lunettes pour pallier le handicap visuel, ou de la même façon qu'on va tous les uns les autres, par exemple, stimuler ses fonctions cognitives. Moi, je fais de l'italien sur Internet pour stimuler mes fonctions cognitives, par exemple. Donc, c'est dans ce domaine-là que, du coup, les technologies peuvent être utiles comme un complément. C'est comme ça qu'on les voit. Alors, ce complément, il faut néanmoins l'utiliser parce qu'on a plein de technologies qui apparaissent, qui peuvent être intéressantes, mais il faut voir si effectivement c'est plaisant pour les personnes. Et puis, si c'est que c'est utile. Parce qu'une technologie, si ce n'est pas utile, il ne faut pas la mettre en place. Donc, on a des indicateurs et notamment la Commission européenne. Enfin, il y a eu pas mal à financer des projets visant à donner un ensemble d'indicateurs de façon très large, à la fois sur le plan clinique, mais également sur le plan de la technique, de tout ce qui est sécurité, et puis sur le plan sociologique, bien sûr, qui est essentiel, sur les plans d'organisation, parce qu'on va mettre une technologie, mais ensuite, elle est dans un environnement, donc il faut qu'elle s'adapte à cet environnement, ça c'est absolument majeur, aux personnes, à l'environnement. Si elle n'est pas acceptée par les personnes, elle ne sera pas utilisée. Il y a aussi des aspects d'efficacité, bien sûr, et puis il y a des aspects tout à fait majeurs qui sont les aspects également éthiques, les aspects médico-économiques, parce qu'il faut voir si la balance bénéfice-coût est satisfaisante. On ne peut pas financer toutes les technologies, surtout si on veut les faire financer par la société, soit par l'APA, soit par la sécurité sociale. Et puis, il y a des aspects légaux absolument majeurs, et notamment, on parlait des robots, dans ce domaine-là, on en est encore au début. Et c'est vraiment avec une vision globale que l'on peut voir le bénéfice de ces technologies et voir comment les implémenter et pouvoir les implémenter. Donc, l'aspect interdisciplinaire, et c'est pour ça qu'on a tous un regard différent dans cette table ronde, est tout à fait fondamental. Et bien sûr, l'usager est totalement indispensable. Et c'est pour ça que cette évaluation, elle doit être faite à un moment donné dans les laboratoires, mais bien sûr au domicile, dans l'institution, au long cours, pour s'assurer qu'un bénéfice à un moment donné, en particulier par exemple pour la robotique, n'est pas juste un effet d'annonce ou un effet de nouveauté qui fait que ça plaît un moment et puis 6 mois après, 1 an après, ça ne plaît plus. D'accord. Donc vous, Serge, vous travaillez dans le cadre du Living Lab. Vous êtes un des patients experts. Donc la voix porte. Pas patient du tout. Oui, d'accord. Personne âgé expert. Vous avez raison. Autant pour moi. Usager en pleine santé. Usager en pleine santé. Donc adepte du numérique, vous m'avez dit. Donc votre voix compte autant que celle d'un professeur en médecine gériatrique. Oui. Et donc vous m'avez dit que vous mettiez une limite entre ce qui répare
et ce qui va vraiment m'apporter des choses que je ne fais pas naturellement et sur lesquelles vous avez plus de soucis? Effectivement, d'une part, je suis rassuré par ce que vient de dire le professeur. Je suis peut-être pas tellement usagé, donc, ou usé, mais il n'empêche que je me pose la question de savoir pourquoi je me trouve ici, au milieu, avec des personnes qui ont des compétences et des titres bien supérieurs à moi-même. Alors je me dis que peut-être c'est parce que je suis le moins jeune d'entre vous et que je suis peut-être le cœur de cible des préoccupations de ce forum. Ceci dit, je précise quand même que je ne suis pas le porte-parole des personnes âgées du Café Multimédia, qui est donc sous l'impulsion du professeur Rigaud, Café Multimédia qui m'a permis de rencontrer donc aussi bien d'autres personnes âgées que des chercheurs qui m'ont permis de développer une interrogation et une réflexion que je mène depuis longtemps, puisque effectivement, je suis un adepte du numérique. Pour avoir acheté, Dieu sait que ça coûtait à peu près le prix d'une voiture, en 1979, un ordinateur individuel, j'ai un smartphone, j'ai une tablette, j'ai un ordinateur portable, j'ai un ordinateur de bureau, j'ai une montre connectée. Chez moi, quand je prends la douche, je peux mettre une montre qui me permet d'être en contact avec la téléassistance si je me casse la figure. Donc je veux dire par là que je ne suis pas contre le numérique. Il a les bonnes technologies, on va dire. Ouais, voilà, mais je ne suis pas aussi hostile à l'usage d'un robot, et Dieu sait que nous en avons testé beaucoup au Café Multimédia. Alors effectivement, moi je fais une distinction très nette entre la personne âgée que l'on veut réparer et celle que l'on voudrait augmenter. Je vois déjà, il regarde la montre, il va couper la parole à Méridional, c'est pas facile. Bon, oui, donc si vous voulez, un exosquelette qui me permet effectivement de faire mes 4 à 6 km par jour auxquels je m'astreins et qui me permet effectivement de ne pas trop souffrir de mes reins et dans mon dos compte tenu d'une pathologie que j'ai, oui, je suis pour un exosquelette. Mais je ne veux pas que cet exosquelette me permette de devenir un champion de la course à pied, à l'instar de Michel Jazzy. Michel Jazzy, oui, bon, c'est un sportif d'il y a 65 ans. Hein, bon, vous m'excusez, mais on a les références que l'on peut. Bon. Là, ça va. Ouais. Bon, oui, une application qui me permet d'entretenir ma mémoire, oui, j'en ai une application qui me permet de me rappeler qu'à telle ou telle heure, je dois prendre tel médicament ou que j'ai tel rendez-vous, oui, je la veux. Hein. Bon, mais tous ces outils que j'utilise, ils ont une fonction bien définie, précise, unique presque, et que j'utilise selon mon caprice. Elle ne vient pas s'imposer à moi. Oui, pour un robot soignant ou occupationnel, avec un soignant qui est médiateur entre moi et la machine. Donc, robot qui lui aussi a des fonctions spécifiquement définies, limitées pour un usage bien déterminé, et intervenant dans un milieu approprié. EHPAD, logement foyer, aux résidences autonomie. Anciennement, résidence pour personnes âgées. Je me suis mis volontairement dans une résidence pour personnes âgées parce que je me dis que peut-être un jour, oui, il va falloir que j'aille en EHPAD. Et je veux m'habituer justement à ce genre de vie. Alors, quel peut être donc l'usage d'un robot, je vous l'ai dit, mais je ne veux pas d'une capacité décisionnelle qui permettrait à mon robot, sous prétexte de maintenir donc mon autonomie, de m'imposer des choses. Pas d'accord donc s'il s'agit d'un robot de téléprésence qui procède constamment à l'analyse de mon comportement
et qui me suggère, voire peut-être qui m'impose de faire telle ou telle chose parce que c'est mon bien. Dans quelle mesure ce robot, constamment présent, ne capterait-il pas, n'analyserait-il pas mon style de vie pour m'imposer ensuite une gestion de ma conduite de vie? Nous n'en sommes pas encore là, mais derrière les résultats qui pourraient être estimés comme efficaces à l'égard de la personne âgée, est-ce qu'il n'y aurait pas la tentation de l'étendre à toutes les autres personnes de la société? Et ce, grâce à des capteurs vidéo qui seraient présents partout. C'est de la science-fiction que je fais? Non. Regardez ce qui se passe actuellement en Chine avec le fameux crédit social qui permet d'évaluer, de récompenser et de punir une personne en fonction de son attitude et en fonction de ce qui est capté par les vidéos. Cette préoccupation, d'ailleurs, moi, j'en vois aussi le reflet dans une réflexion d'ingénieurs dans le journal La Croix, dont certains indiquent que nous quittons notre profession parce que nous développons un ensemble d'objets techniques qui nous entourent donc, et qui nous associent forcément à un mode de vie et des conditions qui ne sont pas soutenables. Je rappelle aussi la lettre publiée le 29 mars, signée par des milliers de personnes, dont des dirigeants du monde de la tech. Malheureusement, il y a Elon Musk qui s'est mis au milieu. Ça me fait un petit peu mal. Mais les systèmes d'intelligence artificielle puissants ne devraient être développés qu'une fois que nous serons certains que leurs effets seront positifs et que leurs risques seront gérables. Est-ce que cela ne suffit pas à nous poser des questions, par exemple sur le compteur Linky, qui analyse le cas échéant combien de fois je me lève le soir. Combien de fois vous allez aux toilettes? Voilà, pour aller aux toilettes. Alors, question prostate, ça y est, c'est réglé chez moi. Il faut être clair. Bon. 82 ans, bon, plus de 82 ans, d'accord. Ou bien alors, effectivement, le Doctolib qui analyse mes données et qui peut permettre à une assurance sur laquelle un de mes enfants demanderait une assurance vie, ben, on exploiterait les données, on verrait que grâce à Doctolib, après avoir vu mon généraliste, je suis allé voir un oncologue ou autre, et que c'était la même chose chez mon père, donc problème de risque, donc on va me faire payer à mes enfants une cotisation d'assurance vie plus élevée. J'arrête. Je vous ai pas coupé. Hein. Non, mais merci. Donc, Solène Brugard, vous êtes spécialiste de ces problématiques. Vous entendez ce que dit un usager investi et des craintes qu'il a. Comment, d'un point de vue méthodologique et légal, on peut y répondre? Merci beaucoup. Effectivement, alors, en tant qu'avocate, on peut se demander ce qu'une avocate fait ici. Les avocats, c'est quand ça ne va pas, quand c'est trop tard parfois en contentieux. En fait, c'est aussi en amont pour justement véhiculer des conseils quand on ne connaît que trop bien les risques qui peuvent surgir lorsque certains garde-fous ne sont pas respectés. Et donc d'accompagner, ce qui est mon rôle et mon souhait, des personnes, justement, des projets qui œuvrent en fonction de la qualité de vie, de l'amélioration du bien vieillir, de l'augmentation des personnes en situation de handicap, comme là par exemple un fauteuil électrique innovant sur 2 roues qui va augmenter des personnes mal marchantes ou non marchantes. Et ça, c'est vraiment passionnant. Après, effectivement, pour des solutions, que ce soit pour les porteurs de projets ou les financeurs, il y a des sujets très importants à respecter et qui font totalement écho à ce qui vient d'être dit, qui s'inspirent d'ailleurs beaucoup du droit de la santé, parce qu'il y a énormément de clés qui sont données, notamment dans le Code de la santé publique, pour respecter le choix, la volonté des personnes. Monsieur Barral l'a tout à fait dit quand il parle
oui, je le veux, comme quand on se marie. Voilà, c'est exactement le bon résumé de la boussole qu'il faut suivre. Est-ce que la personne veut la solution? Est-ce qu'elle veut n'importe quoi, le bracelet, le robot, la caméra? Est-ce qu'elle le veut? Ça, c'est vraiment le grand principe, ce consentement. J'aime pas tellement le mot de consentement qui a tendance à dire j'accepte la solution qu'on me propose. C'est plutôt est-ce que vraiment je suis mon choix et de vouloir cette décision. Mais pour vouloir avoir ce choix, eh bien, il faut être suffisamment éclairé en amont. Et c'est là où justement il y a toute une méthodologie. Et Serge Guérin étant là, et grand amateur et grand gastronome, je me suis dit que j'allais vous préparer la meilleure recette possible avec les bons ingrédients à suivre dans l'ordre, entrée, plat, dessert et infusion finale, pour respecter l'ordre qu'il faut pour que tout soit OK en termes d'éthique, en termes de respect des droits, sachant que l'éthique et le droit, c'est intrinsèquement lié, puisque très souvent, la démarche est éthique lorsqu'on respecte les droits des personnes, leurs droits à l'autodétermination, notamment aux soins, les droits fondamentaux, la liberté d'élémir, etc. Donc, dans ces grands principes, si on peut les résumer, donc d'abord, informer, pour permettre le choix, c'est effectivement que les personnes soient en capacité de connaître ce que fait le robot ou pas, quels sont ses usages, et les usages officiels. Effectivement, attention aux mésusages, ça, il peut y avoir une tentation d'utiliser, tiens, c'est sympa ce petit robot qui a ces petites caméras là, qui va pouvoir observer les personnes et ou les professionnels. Eh ben, il peut y avoir un usage qui ne sera pas accepté, pas connu de la personne, ou une espèce d'espionnage qui serait non légal, et là, il faut faire très attention. Ensuite, il faut... le grand principe dans cette autodétermination, donc c'est comment capter, comment recueillir le consentement. Ça, c'est vraiment systématiquement. Quand la personne est capable de discernement, mon réflexe, je vais lui demander son consentement avec les petites clés que je vais vous donner. Et si jamais il n'est pas en mesure vraiment d'exprimer son consentement parce qu'il aurait des troubles cognitifs, eh ben c'est pas grave. Mon grand réflexe, c'est je vais quand même essayer de chercher son consentement. Dans tous les cas, tout le temps. Après, on s'adapte en fonction de sa situation. Et donc, là, tout notre droit, en fait, prévoit les réflexes qu'il faut suivre. En droit civil, ça va être le consentement doit être libre et éclairé. Les contrats ne sont pas valables si il y a dol, violence, etc. Il peut y avoir violence quand il y a une sorte de contrainte qui est mise sur la personne, on lui met la pression pour accepter, donc ça, c'est pas possible. Il y a aussi un article sur justement les personnes qui doivent être saines d'esprit, dit le code, c'est pas très heureux comme expression, enfin c'est celle qui est retenue. En droit de la consommation aussi, information loyale, etc., adaptée à la personne. Est-ce qu'elle est aveugle? Est-ce qu'elle a des... Enfin, comment est-ce qu'on va quelle information on va lui donner? Comment? Sous quel format? Et qu'on puisse s'assurer que ça lui a été transmis, qu'elle l'a bien compris au maximum. Ça, c'est vraiment les grandes étapes. Pour aussi se garder la preuve de l'information qui a été donnée. Et ça, on retrouve en droit médical ces fiches de consentement, l'information qui a été donnée pour telle ou telle intervention, par exemple. Et ça guide les choix des professionnels. Et une autre définition du consentement qui est intéressante pour le RGPD, c'est une manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée et univoque. C'est-à-dire qu'elle est pour un usage donné, pour une décision donnée. Elle n'est pas équivoque, il ne doit pas y avoir de doute. Mais pour autant, si jamais la personne, parce que j'accélère un peu, il reste 6 minutes, mais n'est pas tout à fait apte à exprimer clairement sa décision, eh bien alors on va essayer d'aller trouver autrement. Il y a deux étapes. La première, c'est voir si elle a ça en prévention écrit ses directives anticipées, notamment écrit ce que serait sa décision si jamais elle était capable de discernement. Elle était apte, elle ne l'est plus. Est-ce qu'elle a pris cette précaution d'écrire? Donc, ça, c'est vraiment une recommandation pratique d'inciter aux directives anticipées. Si je me trouve dans cette solution, que ce soit pour des interventions médicales et ou pourquoi pas des bracelets connectés, est-ce que j'ai envie de l'avoir? Voilà. Après, si on n'y arrive pas, eh bien, on va chercher. Est-ce qu'il y a un représentant qui a eu en main justement cette voix de la personne pour l'exprimer à sa place le moment venu? Ou sinon, quelles sont ses convictions, etc. Et le tout dans une démarche collective, voilà, de réflexion éthique, et toujours dans l'intérêt de la personne. Voilà quelques clés de méthodologie pour bien s'assurer. Et puis pour les décisions, enfin les
les solutions, rapidement, on n'a pas trop le temps, mais c'est vrai qu'il y a des guides qui ont été faits, notamment aussi par le ministère de la Santé, par la cellule éthique de l'Agence numérique en santé, qui a fait un guide pratique au mois de juillet 2022, très pratique, pratico-pratique, quand je veux développer. Ça, c'est à destination des startups. C'est vraiment comment mettre l'éthique by design dès la conception, dès la réflexion. Et merci pour d'avoir repris tout à l'heure pour la formation. Effectivement, ne pas oublier les femmes. Voilà, c'est tout bête, mais effectivement, beaucoup de solutions faites par des ingénieurs hommes n'y pensent pas, ou des tables rondes organisées aussi qui parfois ont le réflexe masculin sans intégrer les femmes. Donc il faut avoir cette vision inclusive et suivre ces recommandations de bonnes pratiques qui sont vraiment des clés qui peuvent s'appliquer sur toutes ces solutions. Mais justement, sur ces points-là, professeur, comment vous faites avec notamment des personnes qui sont en perte cognitive? Comment vous validez leur consentement, leur acceptation? Comment vous arrivez à procéder? Effectivement, c'est un point tout à fait important. Il faut déjà voir que pour les technos, en fait, le consentement, il doit être pour les technos, mais il est pour toute autre intervention, quelle qu'elle soit. Hein. Par exemple, le passage d'une infirmière à domicile, d'une auxiliaire de vie, d'une aide ménagère. Là aussi, il y a des consentements qui sont à recueillir. Donc, en fait, la technologie n'est qu'un exemple d'un endroit où il est tout à fait indispensable d'avoir un consentement. Alors, soit les personnes qui ont des troubles cognitifs, soit elles peuvent s'exprimer, donc on leur montre la technologie, on leur explique, et puis on voit si elles souhaitent ou non. C'est d'ailleurs certains n'acceptent pas du tout, c'est d'ailleurs pour cela que récemment, dans un projet de robotique, les soignants nous ont dit mais il faut que le robot soit solide, parce qu'il va recevoir des coups de canne de toutes les personnes qui ne voudront pas de lui. Donc, voilà. Donc, si votre robot reçoit un coup de canne, très clairement, c'est qu'on n'en veut pas. Donc, ça, c'est assez clair. On se trouve parfois avec des personnes qui ont des troubles cognitifs encore plus importants, qui peuvent, par exemple, être confinés au lit, ne plus pouvoir s'exprimer, pouvoir juste s'exprimer par le visage, par les mimiques. Et c'est là que le comportement non verbal joue un rôle tout à fait important. Si vous présentez, pas seulement une technologie, si vous présentez une activité quelle que soit à une personne qui a des troubles cognitifs très importants, une maladie d'Alzheimer à un stade très évolué, si cette personne ferme les yeux, tourne la tête, vous vous rendez bien compte, à l'évidence, que cette personne ne veut pas ce que vous lui proposez. Donc il y a à la fois le comportement verbal et puis le comportement non verbal qui est tout à fait essentiel et qui est très rassurant. Finalement, on ne se trouve jamais dans une situation où on a l'impression d'imposer une intervention, quelle qu'elle soit, à quelqu'un qu'il ne voudrait pas et que l'on force. Donc ça, c'est un point très important. Mais de nouveau, j'insiste, hein, le consentement de la personne est tout à fait essentiel sur un plan éthique, et puis pour que l'intervention, quelle qu'elle soit efficace. Donc j'entends cette notion d'écoute, même si ce n'est pas la parole qu'on écoute. Serge Guérin, on avait parlé, dans certains cas, il y a les familles ou les aidants qui veulent décider à la place du senior et de la personne âgée. Oui, bien sûr, ça, et très souvent, c'est décidé pour son bien. Hein. Donc c'est au nom du bien. Dans Vie des Saints, il y a un moment donné, Vassili Grossman fait dire à un de ses héros je ne crois pas au bien, je crois à la bonté. C'est un bon élément d'avoir dans un petit coin de sa tête. Les grandes idéologies sont souvent pour notre bien et nous laissent souvent très très mal en point. Et parfois, à titre individuel, on est un peu pareil, quoi. Non, mais c'est pour son bien. Je sais pas. Et ça peut aller sur énormément de choses. Je sais ce qu'il lui faut, parce que je la connais. Au nom de quoi, par exemple, je sais pas, une dame ou un monsieur qui a quelques troubles neurologiques et tout, et qui a une histoire d'amour avec quelqu'un d'autre qui est dans un établissement, mais qui n'est pas la partenaire officielle, légale, et ainsi de suite. Mais pourquoi faudrait en parler aux enfants, par exemple? On va parler aux enfants. Mais en quoi les enfants ont à connaître et ont à dire par rapport à cette question-là? Donc en effet, c'est la tentation, en fin de compte, c'est souvent d'infantiliser la personne âgée.
en disant, alors, on va l'infantiliser parce que, oh bah oui, non, mais les technos, elle y comprend rien. Hein, c'est-à-dire, les personnes, non, ils savent pas, quel que soit leur âge. Non, mais à partir d'un certain âge, ah non, technologie, l'ordinateur. Je souviens d'une journaliste comme ça, il y a une dame qui expliquait à 60 ans, elle voulait relancer son entreprise, et puis elle dit, oui, j'ai un problème avec l'ordinateur. Et la journaliste dit, ah oui, vous savez pas ce que c'est qu'un ordinateur. Après, je reprends la parole, je dis, madame, elle a 60 ans. Si elle ne sait pas ce que c'est qu'un ordinateur, ça date un petit moment quand même, un ordinateur. C'est-à-dire que depuis 40 ans, je ne sais pas comment elle aurait fait. Alors c'est possible, hein, mais du coup, c'est pas du tout lié à l'âge. Elle a peut-être été emprisonnée pendant 40 ans. Elle a peut-être vécu dans une caverne. Ça arrive à plein de gens, mais quand même, voilà. Mais rarement on se retrouve au journal télévisé quand même. Donc voilà, donc les représentations aussi sont hyper, encore une fois, très très infantilisantes. On va lui dire ce qu'il faut. On a vu ça au moment de la Covid. On va leur interdire les mêmes qui ont aidé d'autres pendant toute la période. Après, on leur disait non, à 60, 65, 70 ans, ça ne savait même pas trop, mais on va interdire de sortir. Même je m'étais imaginé, vous avez le droit de sortir à 64 ans et demi, puis 6 mois après, vous avez 65 ans, et hop, on vous réenferme. Enfin, oui, enfin, on arrive quand même à des choses. Et tout ça, très souvent, c'est pour le bien de la personne. Mais la première personne qui sait son bien, c'est la personne en question. Et même parfois, son bien, c'est de faire des choses qui sont peut-être pas bien. Je ne dis pas faire des choses illégales, cher maître. Mais en tout cas, faire des choses qui sont pas bien. Oui, j'ai envie de boire un coup. Je vais prendre un exemple tout bête. Il se trouve en effet que je suis un petit peu atteint d'une maladie assez lourde qui s'appelle le chocolat maniocrine. J'ai du mal à me passer de chocolat. Et donc un jour, je visitais un EHPAD, après avoir fait une conférence, et on me dit « Ah, on va vous présenter Robert, cette personne-là est comme vous, elle adorait le chocolat. » Je dis « On va me présenter Robert, elle adorait le chocolat. » Donc elle est morte, donc moi je suis pas très à l'aise avec ces trucs-là. Ou est-ce qu'elle serait, est-ce que Robert serait empaillé? Enfin bon, j'étais un peu embêté. Mais bref, on va voir Robert qui était assez vivant, et on discute un peu, tout ça, puis après on repart, je dis « Mais pourquoi elle adorait le chocolat ?» Ah ben parce que vous comprenez, on lui interdit maintenant, parce qu'avec son diabète, avec 97 ans, on va emmerder Robert avec son diabète à 97 ans, peut-être que son dernier plaisir, même quand j'aurai plus de dents, je pourrais prendre de la mousse au chocolat. Donc, que bazar de sort qu'on me laisse faire ce dont j'ai envie, dès lors que je ne mets pas en risque, évidemment, autour de moi. Solène, un dernier petit mot sur ces... C'est pas facile après. Hein. Et rapide. Parce vous pouvez glisser sur, j'ai entendu sur la sexualité, hein, je pouvais, mais bon, c'est peut-être on n'a pas le temps. Mais tout est lié effectivement. Non, mais c'est ça. Serge a très bien résumé. Qu'est-ce qui est bon pour la personne selon elle et ce respect des droits, respect de la personne, de sa dignité, tout simplement. Et voilà, c'est le chemin de l'éthique et jusqu'au bout de l'éthique. Jusqu'au bout de l'éthique, voilà, jusqu'on peut aller, jusqu'au bout du chemin de l'éthique, voilà, ensemble. Et Serge, rapidement une conclusion sur tout ce que vous avez entendu. Oui, sur tout ce que j'ai entendu, effectivement, ce que je retiens, qui doit décider. Moi, je pense que la question ne se pose pas, mais je crois que chacun en est conscient de plus en plus, si on décide de faire reconnaître nos décisions, la décision suffisamment tôt de ce qui doit se passer si on se trouve dans tel ou tel état. Moi, je fais allusion notamment là, non pas seulement aux pertes de capacité cognitive, mais aux pertes de capacité physique. Si je me retrouve complètement immobilisé, est-ce que même avec des capacités intellectuelles plus ou moins maintenues, est-ce que c'est ça que je veux donner comme image à ceux qui me sont chers? Moi, je dis non, je ne veux pas de ça. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, effectivement, peut-être je suis en bonne santé. Et moi, j'aimerais bien avoir le courage d'un Paul Lafargue. Vous savez, le gendre de Karl Marx, qui a écrit le droit à la paresse. Voilà ce qu'il a écrit. Saint de corps et d'esprit, je me tue avant que l'impitoyable vieillesse, qui m'enlève un à un les plaisirs et les joies de l'existence et qui me dépouille de mes forces physiques et intellectuelles, ne paralyse mon énergie, ne brise ma volonté et ne fasse de moi une charge à moi et aux autres. Voilà. On va rester là-dessus. Merci à vous. Après la mousse au chocolat, Désolé du temps qui est passé vite, on n'a pas pu tout aborder, mais merci à vous.